Bonjour Nadège Mazet. Bonjour Doriane. Vous êtes ici pour nous parler du village alimentaire de Rennes. Pouvez-vous nous parler de cette démarche et des acteurs qui l'apportent? Alors le village alimentaire, c'est une sorte de grande maison, de grand hangar, j'ai envie de le dire comme ça, qui a été monté pendant le premier confinement, en fait, par des associations d'aide alimentaire locales, Cœur Résistant et l'épicerie sociale de Rennes 2 notamment, qui sont deux associations qui avaient l'habitude de distribuer de l'aide alimentaire déjà aux personnes qui sont dans la rue, aux migrants, avec la particularité à la fois de ne demander aucun papier aux gens pour cette distribution-là et en même temps qu'une partie des bénévoles soit aussi une partie des bénéficiaires. Donc du coup, les bénéficiaires participent aussi à la distribution. Et du coup, lors du premier confinement, ils n'ont pas pu mener leurs activités comme d'habitude, voilà, pour des questions évidemment sanitaires. Et ils ont plus agrégé autour d'eux les acteurs plus institutionnels, en tout cas plus inscrits à l'échelle nationale sur l'aide alimentaire, que sont la Banque alimentaire, le Secours populaire, la Croix-Rouge. Ils ont réfléchi ensemble à comment continuer cette aide alimentaire et surtout aller plus loin, pouvoir aider l'ensemble des personnes qui en auraient besoin. Et c'est monté du coup ce lieu. Alors la ville de Rennes a aussi pas mal participé au départ puisque elle a mis en fait à disposition des associations, deux écoles qui du coup pendant le confinement n'étaient pas utilisées pour à la fois recueillir des dons alimentaires, désinfecter ces dons, préparer des colis parce qu'au début ça se passait comme ça pendant le confinement pour les personnes qui en avaient besoin et voilà tout un circuit s'est mis en place ensuite de logistique pour redistribuer ces paquets aux personnes qui en avaient besoin pendant le premier confinement. Très bien, donc vous nous dites que ce village a été créé lors du premier confinement. Pouvez-vous nous préciser les besoins auxquels le projet a répondu, peut-être des nouveaux besoins, des besoins déjà existants auparavant? Alors oui, il y avait évidemment des demandes existantes puisque les personnes qui bénéficiaient déjà de cette aide-là, et notamment des étudiants, puisqu'il y avait dans les partenaires, il y avait l'épicerie sociale de Rennes 2 qui distribuait déjà de l'aide alimentaire aux étudiants. Donc il y avait les étudiants, il y avait déjà toutes celles et ceux qui bénéficiaient de l'aide alimentaire et puis toutes plein d'autres personnes qui ont eu besoin et qui se sont manifestées pendant le confinement parce que manque de ressources pendant la crise sanitaire. Donc ça a répondu effectivement à un besoin alimentaire de ces personnes-là. Ça a répondu aussi, et notamment en début de confinement, à une dynamique de dons assez forte du jour au lendemain, au début du confinement. Un certain nombre de restaurations collectives ou d'industriels agroalimentaires se posaient la question de quoi faire de leur surplus, de leur stock. Et évidemment, n'avaient pas envie de les jeter. Et du coup, le village alimentaire a aussi été un réceptacle de ces dons-là, de ces surplus. Et la ville de Rennes a aussi joué un rôle là-dessus, puisque en fait, la cuisine centrale de la ville de Rennes, qui d'habitude produit les repas des cantines scolaires, ne fonctionnait plus pour les cantines scolaires, et donc a permis de stocker une partie aussi de ces dons qui étaient peut-être en trop grande quantité au départ pour les deux écoles du village alimentaire. Et donc, de la cuisine centrale, eh bien, on a pu avoir au village un certain nombre de dons d'industriels. Je pense à Tribala notamment, qui avait fourni un certain nombre de produits laitiers à base de soja notamment. D'accord, je vous remercie. Et nous sommes ici pour parler plus spécifiquement de résilience alimentaire. En quoi ce village alimentaire a-t-il constitué un instrument pour la résilience sociale? Alors en fait, ce village alimentaire, je vous ai parlé de des écoles au début du confinement, mais il a poursuivi et il a toute une vie qui a continué ensuite après le confinement, puisque après le confinement, les écoles ont repris, donc il a fallu trouver un autre lieu. Et donc, après les écoles, on a utilisé un gymnase pendant tout l'été, en fait, jusqu'à fin septembre, où là, c'est plus tout à fait le même dispositif qui s'est mis en place,
C'est-à-dire que là, ce n'était pas des bénévoles qui préparaient des sacs qui étaient redistribués ensuite par un certain nombre d'associations dans les quartiers. Là, c'était vraiment un village alimentaire dans le sens peut-être mini supermarché où on recevait des dons alimentaires le matin ou en milieu de journée et les personnes venaient directement, les gens qui souhaitaient bénéficier de cette aide-là venaient directement pour récupérer des denrées alimentaires. Et ça perdure aujourd'hui. Ils ne sont plus dans un gymnase parce que le gymnase a été utilisé pour des activités sportives, mais avec ce deuxième confinement, il y a un autre site qui a été trouvé par la ville pour pouvoir accueillir ce village alimentaire. Et évidemment, avec ce deuxième confinement, il est toujours d'actualité. Pour vous donner une idée, on est autour de 150 familles qui viennent à peu près tous les jours pour récupérer des denrées alimentaires. On parle de résilience parce que ce qui était intéressant dans l'historique, alors moi j'y ai participé uniquement en tant que bénévole et j'ai pu le voir notamment de mars jusqu'à fin de l'été, puisque c'est à ce moment-là moi que j'ai participé le plus à ce village et j'ai vu cette transformation entre les écoles, le collège et puis ensuite le dernier site. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait tout un tas de personnes très différentes qui s'organisaient autour de cette distribution alimentaire. Pendant le premier confinement, les bénéficiaires étaient très confinés, on ne les voyait pas. Et ceux qui participaient à l'aide alimentaire étaient plutôt des personnes qui se retrouvaient sans travail parce que confinement et qui du coup, se sentant peut-être un peu désœuvrés, et j'avoue que j'en faisais partie aussi, souhaitaient participer à cette action collective. Et donc on retrouvait des gens très, très divers et variés qui montaient des équipes. On changeait d'équipe par demi-journée et qui montaient des équipes pour participer à cette distribution. Donc, ça permettait vraiment une solidarité avec des gens qui ne se connaissaient pas. Et puis, quand on est sorti du confinement et que ces personnes-là, pour beaucoup, se sont remises à travailler, ce sont les bénéficiaires qui sont revenus vraiment physiquement. Donc, on a pu rencontrer déjà, ce qui donnait quand même un lien humain complètement différent. On ne distribuait pas juste des paquets, on donnait à manger à des gens et on voyait les gens physiquement, ce qui était quand même déjà une autre dimension. Et puis, ces gens-là ont participé aussi à la distribution, comme ils le faisaient auparavant quand on n'était pas dans le cas de la crise sanitaire. Donc, ça a drainé encore d'autres personnes, d'autres populations. Et c'est vraiment sur ce mélange de personnes très diverses, très différentes et de solidarité qui s'est mis en place qu'on peut parler vraiment de résilience sociale. Après, il y a une autre question qu'on se posait toutes et tous pendant ces distributions et qui se pose encore. C'est la qualité des dons alimentaires et le côté résilience alimentaire et territorialisation de l'alimentation qu'il y a derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'est rendu compte en début de confinement, on a eu vraiment des produits très divers et variés en termes de qualité et notamment on a eu pas mal de dons de grandes et moyennes surfaces, ce qui était très chouette, mais beaucoup de plats à emporter, de choses qui se vendaient plus à ce moment-là et qui n'étaient pas forcément très qualitatifs d'un point de vue nutritionnel. En tout cas, c'est des questions qu'on s'est posées, qui n'étaient pas forcément très locales, qui étaient plutôt très transformées. Et au fur et à mesure, quand la vie économique a repris, on ne retrouvait plus ces produits-là et on s'est même retrouvé à un moment où il y avait de moins en moins de dons. Et c'est en plus particulièrement le cas aujourd'hui, lors de ce deuxième confinement. Donc, il y a aussi un système de dons qui s'est mis en place, qui a été orchestré par les associations et par la ville de Rennes, qui a permis d'acheter un certain nombre de denrées alimentaires. Et là, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut acheter local, est-ce qu'on peut acheter bio, est-ce qu'on peut acheter des produits de meilleure qualité pour ces personnes-là aussi, qui ont droit à cette qualité alimentaire comme les autres. Donc, on a réussi. C'est une question qui se pose régulièrement, mais voilà, j'ai le sentiment, pour finir, qu'il y a encore une petite marche à monter pour qu'on puisse avoir la possibilité de donner accès à ces personnes-là à une alimentation vraiment, vraiment locale et de qualité, et qu'on puisse avoir cette résilience aussi alimentaire et pas uniquement sur l'aspect social. Très bien, je vous remercie Nadège. Donc on note bien que ce village alimentaire est maintenu pendant cette deuxième période de confinement. Ouais, il est sur le site du Bois Perrin pour celles et ceux qui habitent à Rennes, ouais.
Et il est toujours porté donc par les associations Cœur Résistant et l'épicerie sociale de Rennes 2. Il y a toujours aussi des dons à l'université de Rennes 2 qui sont aussi portés par ces associations. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Mathieu Jeanvrin et Hélène Boucaud qui ont porté vraiment ce projet-là et qui sont à la manette depuis le début du premier confinement pour monter ces démarches-là. Eh ben, je vous remercie, c'est noté, et on aura le plaisir de vous revoir lors du forum du 25 au 27 novembre pour pouvoir échanger plus longuement avec vous à ce sujet. Donc un grand merci et à très bientôt. Merci, au revoir.